Bonsoir à tous, merci de nous recevoir dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, le Togo se mobilise pour lutter contre la contrebande et la contrefaçon des produits agroalimentaires afin de préserver la santé de sa population. À partir du 4 novembre prochain, le pays lancera une campagne de contrôle obligatoire sur le marquage des produits sur le marché. Le comité technique de suivi du projet de gestion des déchets au Togo a tenu sa deuxième réunion la semaine dernière afin d'examiner et de valider des politiques communales de gestion des déchets solides et liquides au Togo. Et puis en Centrafrique, l'extraction du sable pour avoir des revenus prend de l'ampleur. Ces pratiques illicites entraînent fréquemment des noyades depuis le début de cette saison pluvieuse. Ce sont les points clés de cette édition. Bienvenue. Le Togo lancera à partir du 4 novembre prochain des contrôles obligatoires sur le marquage des produits dans le cadre de la solution automatisée de marquage SAM. Cette mesure vise à lutter contre la contrebande et la contrefaçon des produits tout en stimulant le développement de la filière agroalimentaire afin de protéger la santé publique des consommateurs. Honoré Kata nous en dit plus dans ce récit. Le Togo se prépare à lancer des contrôles obligatoires sur le marquage des produits à partir du 4 novembre prochain, marquant ainsi une étape cruciale dans la lutte contre la contrebande et la contrefaçon. Cette décision, annoncée lors d'une réunion tenue le 22 octobre dernier à Lomé entre le ministère du Commerce et les importateurs concernés, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la solution automatisée de marquage SAM. Initiée en septembre 2020, cette démarche vise plusieurs objectifs tels que la sécurisation des recettes fiscales, l'amélioration de la traçabilité des produits et la protection des consommateurs contre les importations illégales. Dès novembre, les produits tels que les boissons alcoolisées, les sucreries, le tabac et les jus de fruits devront impérativement porter un marquage sécurisé sous peine d'être déclarés illégaux. Selon Esau Avana Adoyi, président du comité en charge de la SAM, cette initiative permettra non seulement de garantir une concurrence loyale sur le marché, mais aussi d'optimiser la collecte des taxes, contribuant ainsi au financement des projets du développement du pays. Pour permettre une transition en douceur, une période de grâce de 15 jours sera accordée avant l'application stricte des sanctions qui incluront principalement la saisie des produits non conformes. Le gouvernement prévoit également des campagnes de sensibilisation pour informer les opérateurs sur l'importance du marquage sécurisé et les risques associés à la non-conformité. Ces efforts soulignent ainsi l'engagement des autorités à protéger les consommateurs et à garantir que les produits commercialisés sur le territoire respectent les normes de qualité et de traçabilité. Le comité technique de suivi du projet de gestion des déchets au Togo, GIDEC Togo, a tenu sa deuxième réunion mardi dernier à Lomé. Initiée par le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, cette rencontre a pour ambition d'examiner et de valider des politiques communales de gestion des déchets solides et liquides au Togo. Regardez. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière a organisé le 22 octobre dernier la deuxième réunion du comité technique de suivi du projet de gestion des déchets au Togo, GIDEC Togo. Lors de l'ouverture des travaux, Esso Kudjoou, secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, a salué les efforts des parties prenantes et leur engagement envers la réussite du projet GIDEC. Il a également souligné l'importance de disposer de communes assainies, libérées des déchets qui dégradent l'environnement urbain, exposent à des risques sanitaires majeurs et exacerbent les effets des changements climatiques. Depuis le lancement du projet, des résultats tangibles commencent à se manifester. Les déchets, autrefois abandonnés dans des dépotoirs sauvages ou des cours d'eau, sont désormais acheminés vers des centres de regroupement intermédiaires ou des stations de traitement situées hors des zones urbaines. 5 communes, à savoir Zio 1, Ogu 1, Tchaoudio 1, Koza 1 et Toun 1, ont été identifiées pour l'amélioration de la salubrité urbaine dans les villes ciblées. La chef du projet GIDEC Togo, Lokun Broma, s'est félicitée de la mise en place des filières de gestion des déchets solides et liquides dans les 5 chefs-lieux des régions. Elle a mentionné que les déchets sont désormais mieux gérés et évacués. Toutes ces avancées sont saluées par les populations locales. Le projet GIDEC vise d'ici la fin de l'année 2025
à fournir des services de collecte et de gestion des déchets à 80% des zones urbaines des communes. L'objectif final est d'atteindre une couverture de 100% en 2035 avec la gestion de 90% des déchets produits au Togo. Au Rwanda, le conseil d'administration de la Banque africaine de développement, en collaboration avec le Fonds vert pour le climat, a approuvé la semaine dernière à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une enveloppe financière de 42,793 millions de dollars pour la mise en œuvre du programme de facilité d'investissement vert. Cette initiative vise à mettre en place un mécanisme innovant destiné à mobiliser des financements climatiques et à les canaliser vers des projets verts et climato-résilients portés par le secteur privé. Francesca Dissou. Le 16 octobre 2024, la Banque africaine de développement a approuvé une collaboration avec le Fonds vert pour le climat pour financer le Rwanda Green Investment Facility à hauteur de 42,793 millions de dollars. Ce programme vise à mobiliser des fonds climatiques à long terme pour soutenir des projets durables au Rwanda avec le Fonds vert du Rwanda, FONAWA, et la Banque rwandaise de développement comme intermédiaires principaux. Le programme RGIF, aligné sur la stratégie nationale de transformation du Rwanda, repose sur deux volets. Une facilité de préparation de projets gérés par FONAWA pour octroyer des subventions et une facilité de crédit gérée par la BRD pour offrir des prêts. Les projets soutenus couvrent 4 secteurs clés: énergie renouvelable, transport à faible émission, efficacité énergétique dans les bâtiments et agriculture climato-intelligente. La BRD a collaboré avec des partenaires clés, y compris le gouvernement rwandais, pour structurer ce programme innovant. À terme, le RGIF devrait permettre de réduire les émissions de CO2 de 222 000 tonnes, économiser 65 millions de litres d'eau et générer plus de 32 000 emplois, dont 24% pour les femmes. Actuellement, la BRD soutient 23 projets actifs au Rwanda avec un engagement total de 2 milliards de dollars, majoritairement dans les infrastructures. Le Maroc continue de franchir des étapes décisives vers les énergies renouvelables. Selon le projet de loi de finances 2025, le pays ambitionne d'atténuer 52% du mix énergétique à l'horizon 2030 avec l'accélération des projets d'interconnexion électrique pour le transfert de l'énergie renouvelable des régions du sud vers le centre et le nord. Rafietou Biriko. Le Maroc accélère sa feuille de route en transition vers les énergies renouvelables. Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a indiqué que les ambitions fixées en matière d'énergie renouvelable ont été revues à la hausse pour dépasser l'objectif de 52% du mix électrique national d'ici l'année 2027. Dans le cadre de la feuille de route 2025 du pays, l'objectif sera non seulement atteint d'ici 3 ans, soit avant la fin de 2027, mais pourrait même être dépassé. Le gouvernement vise également l'introduction de nouveaux produits énergétiques tels que le développement de l'hydrogène vert, parallèlement à des initiatives visant à accroître l'utilisation du gaz naturel dans la production d'énergie afin de réduire la dépendance à l'égard des produits pétroliers et des combustibles solides. Ce projet servira aussi à réaliser des études approfondies sur la mise en œuvre du projet gazoduc Maroc-Nigeria dans le but de favoriser l'électrification des pays traversés, de soutenir la croissance de la région atlantique et de doter ces pays de capacités énergétiques compétitives. La réalisation de la transition énergétique durable du Maroc fut un défi majeur pour le développement économique et social. À cet effet, le Maroc figure aujourd'hui parmi les champions mondiaux dans les énergies renouvelables et ce grâce au lancement de la stratégie énergétique nationale qui a pour objectif la mise en place du modèle énergétique marocain. Une catastrophe sans précédent se produit sur la rive droite du fleuve Sénégal. Sorti de son lit, ce fleuve est en train d'emporter des villages entiers et détruire les récoltes de la population.
Les autorités centrales sont interpellées au plus haut niveau afin de porter assistance aux victimes de ce drame. Le point dans ce récit. Le fleuve Sénégal se déchaîne sur les populations des villages sénégalaises, principalement à Rontou, Iafira, Golmi, Manaël, Mundéri et Diwara. Le long du fleuve, la détresse étreint les populations. Dans toutes les localités qui surplombent le fleuve Sénégal, les secousses du chaos font bouger les habitations après la perte des récoltes. Les populations sont anesthésiées par cette situation, alors que la décrue du fleuve est loin d'être une évidence. Autant de mois de dur labeur perdus par les producteurs. Les maisons sont en train de s'écrouler dans les communes, laissant les populations sans abri. Les écoles sont submergées. C'est la désolation dans cette partie du pays coupée du reste du Sénégal à cause de l'impraticabilité des routes. Pour les impactés, l'armée, les sapeurs-pompiers, le commissariat à la sécurité alimentaire doivent être mobilisés pour sortir les populations de ce drame. Vu l'ampleur des dégâts, les secouristes sont en train de procéder au recensement des personnes impactées pour permettre de mieux orienter les interventions. Il faut aussi penser à doter les populations de tentes pour loger les sans-abri, car beaucoup ont vu leur maison s'effondrer. L'autre urgence demeure. Aujourd'hui, toutes les récoltes sont dans l'eau, ce qui aura un fort impact sur la souveraineté alimentaire du pays. Dans la région de Matam, c'est la même situation chaotique, car le débordement du fleuve Sénégal a dépassé les côtes d'alerte. Plusieurs routes sont devenues impraticables, des maisons sont englouties et des récoltes perdues, ainsi que des périmètres rizicoles qui sont devenus inutilisables. Les autorités centrales sont interpellées au plus haut niveau pour porter assistance aux populations laissées à elles-mêmes. Dans la rivière Ubangui, en Centrafrique, l'extraction du sable a pris de l'ampleur avec de nombreux riverains. Les responsables de cette pratique illégale sont des jeunes désœuvrés dénommés pêcheurs du sable qui mènent cette activité pour gagner de l'argent. Mais avec cette saison pluvieuse, la crue de la rivière rend difficile ce travail avec les cas de noyade fréquents. Léonce Sagbo. Face aux demandes du secteur immobilier en pleine expansion à Bangui, le sable devient de plus en plus rare. L'extraction de sable dans la rivière Ubangui, dans la capitale centrafricaine, est donc devenue une activité à grande échelle. Dans une pirogue, une équipe de 3 pêcheurs de sable se dirige au milieu de la rivière Ubangui. Pagaie en main, un jeune piroguier de 12 ans essaie de contourner les courants d'eau. Il déclare que l'eau est très agitée pendant cette saison en raison de la forte pluviométrie et que beaucoup attendent la saison sèche pour revenir. Après 10 minutes de voyage, ils arrivent enfin dans la zone d'extraction du sable. Torse nu, un autre pêcheur de sable saute dans l'eau et remonte 2 minutes plus tard avec son seau rempli de sable. Dans ces eaux troubles de l'Ubangui, les pêcheurs de sable effectuent cette routine une centaine de fois par jour. C'est un travail très pénible avec beaucoup de conséquences, entre autres des problèmes d'audition, de respiration et des maux de tête. Un troisième jeune s'indigne qu'il travaille entre 8 et 17 heures par jour sans gilet de sauvetage ni bouteille d'oxygène. Il ajoute qu'ils n'ont pas le choix car c'est leur seul moyen de subsistance. L'augmentation du niveau de la rivière Ubangui fait croître le risque de noyade et provoque aujourd'hui la rareté et la hausse des prix du sable à Bangui. Ces sables servent à construire des immeubles, des maisons et même des routes. À l'ouverture de la COP16 sur la biodiversité dans la ville de Cali en Colombie lundi dernier, les peuples indigènes de l'Amazonie colombienne ont manifesté pour le respect et la conservation de leur territoire. Ils réclament plus de financement pour le protéger. Léon Sabo nous en dit plus dans cet élément. Axée sur la protection des écosystèmes et des territoires indigènes, la COP16 réunit des délégations de 196 pays et se tient jusqu'au 1er novembre prochain à Cali en Colombie. Lors de son ouverture le 21 octobre 2024, les peuples indigènes de l'Amazonie colombienne ont manifesté pour plus de financement afin de protéger leur territoire. À l'issue de cette conférence, le traité engageant les nations à protéger 30% de la planète ainsi que 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030 devrait être concrétisé. Ceci représente un grand pas pour préserver la diversité biologique à l'échelle mondiale. Nous marchons
Aujourd'hui à Cali, après avoir établi un agenda commun et atteint un consensus. Ensemble, nous avons défini 8 points essentiels qui reflètent clairement notre position politique, culturelle et spirituelle. Dans le cadre de cette COP16, nous réaffirmons avec force notre exigence de respect pour nos territoires. La Colombie, en tant que pays hôte, a choisi d'intégrer les groupes autochtones et de lignées africaines dans cette COP16. Ils sont considérés comme indispensables pour contrer la perte de biodiversité. Ces communautés ont contribué à la conception du plan d'action pour la biodiversité à l'horizon 2030, présenté par la Colombie. La ministre colombienne de l'Environnement et présidente de la COP16, Susana Muhammad, a déclaré dans son discours d'ouverture qu'il était crucial de reconnaître le pouvoir politique des peuples autochtones et des communautés locales car ils détiennent des pouvoirs et des pratiques nécessaires pour la résolution de la crise liée à la diversité biologique mondiale. Nous jouons avec le feu et il n'y a plus de temps à perdre. C'est sur ces mots que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, rallume la sirène sur le danger que court notre planète. À moins d'un mois de la COP29, le programme des Nations Unies sur l'environnement pointe dans un rapport l'absence de progrès significatif depuis un an. Vivas Amana. L'objectif 1,5 degrés Celsius adopté lors de la COP climat à Paris semble utopique pour 2030. Le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement le réaffirme. À moins d'un mois de la COP29 qui s'ouvrira à Bakou en Azerbaïdjan, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres lance un nouveau cri de cœur. Il déclare que nous jouons avec le feu et qu'il n'y a plus de temps à perdre car partout dans le monde, les populations paient déjà un lourd tribut pour l'inaction face au réchauffement climatique. La directrice exécutive du programme onusien de l'environnement, la danoise Inger Andersen, renchérit en affirmant que nous avons besoin d'une mobilisation mondiale d'une ampleur et d'un rythme jamais vu auparavant, et ceci dès maintenant où l'objectif 1,5 degrés Celsius sera bientôt mort. De façon concrète, l'ONU estime que pour éviter de dépasser cette limite fixée par l'accord de Paris, les États doivent collectivement s'engager à réduire de 42% par rapport à 2019 leur émission annuelle de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour y parvenir, il faut un bond en avant des pays qui doivent soumettre à l'ONU d'ici février 2025 leur feuille de route climatique dans les contributions déterminées au niveau national. C'est la fin de cette édition préparée et réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi, passez une excellente semaine et surtout prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.